Bonjour à tous, je me présente, Géraldine Russel, je suis journaliste chez Madines. J'ai le plaisir d'être avec vous ce matin pour cette conférence autour de l'agriculture et puis surtout comment nourrir tous les milliards d'humains qu'on comptera sur la Terre demain. Puisqu'effectivement 9,7 milliards, c'est le nombre d'humains que la Terre doit compter en 2050, selon les dernières prévisions de l'ONU. C'est aussi la date de la fin du monde, selon une étude australienne publiée il y a quelques semaines. Alors, comment est-ce qu'on peut nourrir ces 9,7 milliards d'humains sans faire exploser la planète? C'est tout l'enjeu du débat d'aujourd'hui. Je ne sais pas si on trouvera une solution, mais c'est toujours bien de pouvoir initier quelques pistes de réflexion. Donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir autour de la table Gilles Van Kempen, agriculteur dans le Loiret et star de YouTube, je pense qu'on peut le dire, avec 30 000 abonnés. Bonjour Gilles. Bonjour. Clément Lefourny, cofondateur d'Agriconomique, un site e-commerce de matériel agricole. Et je crois que Agriconomie est également membre de la Ferme Digitale, une association pour promouvoir l'innovation agricole. Bonjour Clément. Bonjour. Et enfin, Étienne Gagneron, éleveur, mais surtout vice-président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, et également président de la Chambre d'agriculture du Cher. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors, comme tout à l'heure, pour ceux qui étaient déjà là à la première table ronde, vous pouvez poser vos questions via le site SparkUp. Toutes les informations sont derrière moi. N'hésitez pas, je prendrai vos questions au fur et à mesure de la discussion. Messieurs, peut-être pour initier justement cette discussion, comment est-ce qu'on peut produire plus tout en produisant mieux? Est-ce qu'on a aujourd'hui les techniques, les technologies pour pouvoir faire ça? Peut-être Gilles pour commencer. Alors oui, très bonne question. Je pense que une des choses importantes en agriculture, c'est que ça fait des années qu'on innove et qu'on change nos techniques. Concrètement, moi je suis sur une exploitation où c'était mon grand-père il y a quelques années. Mon père a été entre nous. Et maintenant, moi j'ai encore changé mes techniques. Concrètement, mon grand-père était labouré ses terres, il était en polyculture élevage. Mon père est passé plutôt uniquement en grande culture et avec des TCS, c'est des techniques culturales simplifiées. En fait, il a simplifié son travail du sol. Et puis, moi, je suis maintenant dans une autre transition. Je vais vers l'agroécologie, le semi-direct sous couvert. Donc voilà, chaque génération, chaque changement dans l'agriculture apporte des nouveautés, parce que oui, on a ces enjeux demain de nourrir entre guillemets la planète. Enfin, c'est pas notre objectif personnel, mais c'est un enjeu qu'on a en global au niveau de l'agriculture. Voilà. Alors, on parlait agronomie, conservation des sols quand on a préparé cette table ronde. Est-ce que ça, ce sont effectivement des techniques qui nous permettront de répondre à ces enjeux, à la fois de pouvoir nourrir la planète tout en respectant peut-être un petit peu plus l'environnement? Alors, c'est l'objectif de chaque agriculteur. L'agriculteur, son premier travail, c'est de travailler avec la terre et de réussir à produire quelque chose grâce à cette terre. Souvent, il l'a hérité de ses grands-parents, de ses parents, et il veut la transmettre souvent à ses enfants. C'est quelque chose qui est très fort au niveau des agriculteurs. Donc le principe, c'est de réussir à transmettre quelque chose, réussir à avoir amélioré la terre qu'on va transmettre à nos enfants. Donc pour ça, bien évidemment, toutes les techniques qu'on peut réussir petit à petit à avoir, et on a cette chance en France d'avoir une recherche, d'avoir des agriculteurs qui essayent d'innover, qui essayent de trouver de nouvelles techniques. Et l'agriculture de conservation des sols, justement, c'est une technique qui va, je pense, permettre moi de multiplier, de faire grandir nos sols et de permettre à aller plus loin et produire mieux. Étienne, il y a une forme de responsabilité justement de l'agriculteur d'arriver à préserver les sols pour les générations futures? Évidemment, complètement d'accord avec Gilles, c'est-à-dire que le patrimoine sol est quelque chose de fondamental pour l'agriculteur. C'est ce qui le fait vivre lui et sa famille, et c'est ce qui va permettre de continuer à tenir le rythme pour continuer à produire par rapport à cet enjeu de consommateurs nombreux au niveau du monde. Et je dirais, je pense qu'en Europe, alors c'est intéressant parce que par rapport au débat précédent sur le numérique, je pense que la culture
européenne, elle est très attachée à ces sujets patrimoniaux et le sol en fait partie, c'est-à-dire qu'on a quand même le souci de l'artificialisation des sols, l'urbanisation, des sols pollués qui ne peuvent pas revenir à l'agriculture. On a le sujet sur, par exemple, aussi la transition énergétique, le photovoltaïque au sol. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui voudraient mettre des milliers et des milliers d'hectares de très bons sols en photovoltaïque. C'est un débat dans l'agriculture important. Et pour autant, il faut trouver ce compromis entre mener toutes ces transitions et malgré tout garder les meilleurs sols si possible pour continuer à produire. Et on s'aperçoit que dans le reste du monde, le débat il est encore plus compliqué puisque l'urbanisation, que ce soit en Asie, en Inde, elle se fait essentiellement autour des grands fleuves, des estuaires, dans les zones les plus fertiles du monde, avec des mégapoles de dizaines et dizaines de millions d'habitants, et on est en train de massacrer un certain nombre de sols. Donc c'est vrai que la question que vous posez, à 50 ans, elle est quand même compliquée s'il n'y a pas cette prise de conscience internationale de garder à tout prix ce potentiel sol. C'est un patrimoine essentiel. Alors, l'avantage, c'est que par rapport à d'autres éléments, c'est que il n'y a pas, rien n'est irréversible. On peut récupérer des sols avec de la phytorémédiation, il y a plein de technologies qui permettent aussi de récupérer des sols pollués et d'en refaire quelque chose de plus productif, mais ça met beaucoup de temps. En tout cas, il faut surtout que l'enjeu soit partagé par tous, et ce patrimoine sol, il est essentiel. Maintenant, quand j'ai dit ça, il reste tout à faire pour arriver à nourrir autant d'habitants sur la planète. Alors, je suis déjà bombardée de questions. Visiblement, le sujet passionne le public, notamment une question sur la labellisation de la non-pollution des sols agricoles. Est-ce qu'on pourrait envisager ce type de mesure comme on l'a fait pour le bio, par exemple, Clément? Est-ce que c'est quelque chose qui permettrait de mieux conserver nos territoires? On pourrait effectivement mettre des labels. Après, aujourd'hui, on parlait donc de durée. La labellisation des sols pour rendre un sol très fertile et rendre un sol sain au cours des années. Faut savoir qu'il ne faut pas seulement 2 ans, il ne faut pas seulement 3 ans, il faut des dizaines d'années. Pour vous prendre un exemple, aujourd'hui, donc, en tant que cofondateur d'Agriconomie, quand on fait quelque chose et qu'on teste quelque chose chez Agriconomie, on le teste, si on voit au bout d'un mois que ça ne fonctionne pas, on arrête. Dans le milieu agricole, c'est un petit peu différent parce qu'on n'aura que 42 chances au cours de sa vie. Donc on parlait de durée tout à l'heure, 42 chances, où derrière, à chaque année, quand on travaille un petit peu quelque chose de manière différente, il faut qu'il y ait un impact environnemental un petit peu meilleur, on va dire. Et donc, l'agriculteur, il va se tester tout au long de ces années, mais derrière, il ne prendra pas forcément des énormes risques d'une année sur l'autre, parce que ça peut remettre en cause l'intégralité de son entreprise. Et donc, on peut mettre des labels, on peut faire ce genre de choses, mais est-ce que c'est à coup de label qu'on change le monde? Je ne suis pas certain que ce soit à coup de label qu'on change le monde. En fait, il y a une prise de conscience. On a des agriculteurs aujourd'hui qui vivent pas très bien, donc ils n'ont pas énormément de revenus, et je sais pas, on a tous vu dans nos cours à un moment donné en SES pour ceux qui étaient au lycée ou autre, ou en cours d'économie après, il y a quelque chose qui s'appelle la pyramide de Maslow. La première chose, c'est le besoin physionomique, manger, boire. Le deuxième, la sécurité. Et bien aujourd'hui, les agriculteurs, ils ne sont même pas au deuxième, donc ils n'ont pas forcément la sécurité. Donc comment leur parler d'environnement, de labels et autres, quand ces agriculteurs, aujourd'hui, ils ont du mal à se payer l'alimentation qu'ils vont mettre dans leur assiette à la fin du mois. Parce que c'est ça le monde agricole. Et je pense que mettre un label, c'est très bien, mais derrière, je pense qu'il faudrait mieux rémunérer l'agriculteur. Et en rémunérant mieux l'agriculteur, il pourrait penser à l'estime de soi, il pourrait ensuite travailler l'environnement parce qu'il a un besoin de protéger l'environnement, c'est son métier. Paysan, quand on parle de paysan, c'est l'homme qui façonne le paysage. Et donc, je pense très honnêtement qu'aujourd'hui, l'agriculteur ne pourra pas se dire « ok, il y a du label et autres » tant qu'il ne vivra pas correctement. Gilles, vous êtes d'accord avec ce constat? Il faut, pour pouvoir encourager l'innovation, déjà mieux rémunérer nos agriculteurs? Oui, ça c'est évident. Aujourd'hui, un agriculteur qui peut se permettre de partir dans des nouvelles techniques, qui peut se permettre d'innover, qui peut se permettre de chercher, c'est un agriculteur qui gagne sa vie. Parce que c'est la base. Si
Moi aujourd'hui, j'ai eu cette chance d'avoir mon papa qui avait réussi à faire une exploitation qui était viable. Et donc j'ai pu innover, j'ai pu investir et passer justement en agriculture de conservation des sols. J'aurais pas eu voilà, ce capital grâce à mon père, enfin tout ce qu'il avait fait, j'aurais pas pu faire ces innovations. Et je pense que il faut qu'on réussisse à redonner de la valeur aux agriculteurs pour qu'ils puissent innover encore plus. Et ça, c'est indéniable. Oui. Étienne, comment est-ce qu'on redonne justement cette valeur à l'agriculteur? Est-ce que ça passe par, on enlève un certain nombre d'intermédiaires pour pouvoir augmenter la valeur qui revient à l'agriculteur? Est-ce qu'il faut repenser nos systèmes de distribution, des circuits courts peut-être? Alors c'est le sujet le plus compliqué, puisque les relations commerciales déterminent en fait le revenu des agriculteurs depuis de trop nombreuses années, et les agriculteurs ont toujours été le dernier maillon d'une chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, tous les acteurs de la chaîne alimentaire se rétribuent, et on donne ce qui reste au final à l'agriculteur, et sans prendre en compte ses coûts de production, ce qui est complètement inacceptable et complètement inique. Donc il y a tout ça à refaire, à retravailler dans l'autre sens. Donc vous avez parlé de modèle de distribution. C'est vrai qu'en plus en France on a eu une distribution, une grande distribution très puissante, plus puissante que dans d'autres pays au monde, hein, même ailleurs en Europe, qui pendant 40 ans a installé un système de distribution des produits alimentaires qui fonctionnait, comme je l'expliquais, dans le mauvais sens. Donc il faut rebasculer les cartes, il faut tout recréer. Alors il y a plusieurs solutions, c'est soit trouver des distributeurs un peu plus vertueux, alors il y en a progressivement, on parle souvent de Système U qui fait des contrats avec les agriculteurs, avec les éleveurs dans des opérations comme éleveurs et engagés, il y a des choses comme ça. Et puis après il y a les circuits courts. Alors par contre, ce sont des métiers compliqués, puisque quand vous êtes agriculteur, éleveur, vétérinaire, transformateur, vendeur, à un moment donné, 24 heures suffit pas. Alors moi, je sais un petit peu ça, puisque moi, je suis en agriculture biologique depuis 23 ans. Et depuis 4 ans maintenant, on est dans un magasin de producteurs avec 8 associés, et on vend pratiquement 100% de notre production, de la viande de bœuf bio et des œufs bio, en vente directe dans notre magasin. C'est vrai que c'est super valorisant, parce qu'on est en contact direct avec les clients, et en fait, ils ne nous parlent jamais de prix. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que moi je vends mes œufs 40 centimes l'œuf. Bon, la moyenne c'est 20 centimes, hein, en fonction de la labellisation bien sûr. Et la viande de bœuf, qui est quand même un produit relativement cher, il n'y a jamais de discussion sur le prix. C'est plutôt des discussions sur pourquoi c'est aussi bon, pourquoi on n'en trouve pas de là comme ça ailleurs et tout. Voilà. Et c'est quand même un autre niveau de discussion. Après, il y a aussi une catégorie de population qui aujourd'hui n'aura pas accès ou difficilement à ces circuits courts. Enfin, on pense notamment aux habitants des grandes métropoles. Bon, alors il y a d'autres dispositifs, il y a les paniers, il y a tout ça, et puis il y a un petit peu d'agriculture urbaine qui se développe, qui est un système intéressant si on l'envisage dans le bon sens, c'est-à-dire pas une agriculture urbaine pour que les villes soient autonomes contre le milieu rural et contre l'agriculture, mais qu'elles soient en osmose avec l'agriculture périurbaine, avec d'autres acteurs, pour faire des réseaux qui rentrent dans les villes et trouver vraiment des alliances entre tous ceux qui veulent en fait faire vivre notre planète dans de bonnes conditions. Donc c'est des enjeux, tout ça est très lourd, enfin c'est très intéressant, parce qu'il y a derrière quand même quelque chose qui est, même s'il y a des difficultés, même si les agriculteurs ont pour une part d'entre eux pas de revenus, on parle quand même beaucoup plus d'alimentation depuis une dizaine d'années, alors que pendant 20 ans, on a imaginé, comme dans beaucoup de pays très libéraux, comme au Brésil ou aux États-Unis, que l'alimentation c'était une marchandise comme les autres, qu'elle venait d'ailleurs ou pas, c'était pas très grave. Et l'exemple du Brexit est un formidable exemple. En fait, on va le voir très rapidement. En fait, le Royaume-Uni n'est pas du tout autonome au niveau alimentaire. Ils sont très très dépendants du reste du monde et du reste de l'Europe. Donc à partir de demain, je pense qu'ils vont commencer à avoir des vrais problèmes alimentaires, parce qu'ils ont oublié depuis très longtemps cette notion de souveraineté alimentaire et d'avoir des territoires qui soient en liaison avec les consommateurs de ces propres territoires. Alors, vous parliez d'agriculture urbaine, on a une question effectivement là-dessus. Est-ce que l'agriculture urbaine est un leurre, et quelle place l'agriculture doit-elle tenir dans les espaces urbains? Clément, est-ce que finalement c'est ça la solution pour nourrir demain 9 milliards d'humains, pouvoir remettre de l'agriculture dans les villes? Je suis pas certain. Donc j'ai la casquette de cofondateur d'Agriconomie, mais j'ai aussi une exploitation dans la Marne, donc une exploitation familiale. Donc je connais bien le milieu agricole. Et ce qui donne le goût au produit, c'est la terre.
Aujourd'hui, ramener de la terre dans les villes où ce qui n'est pas fait aujourd'hui pour l'agriculture urbaine, puisqu'on fait pousser des tomates en hydroponie. Donc ça veut dire on a un substrat qui passe à l'intérieur d'une sorte de laine de roche, de coton, ou je crois qu'il y a quelque chose qui s'est développé là avec des résidus de noix de coco, ce qui est très très bien, hein, sauf que la noix de coco elle pousse pas en France, donc le bilan carbone je vous en parle même pas. Je suis pas certain que ça change la face du monde, quoi. Alors effectivement c'est produit localement, on sait comment c'est produit, donc à côté de chez moi. Par contre je suis pas certain que ça soit la révolution dans le monde agricole. Ce qui donne le goût au produit, c'est vraiment la terre, la manière dont on le cultive, et le mettre dans un fonctionnement très industriel fait qu'on va lisser finalement les goûts, chose qu'on a fait même dans le milieu agricole pendant des années, et chose où le consommateur n'a plus envie de mettre le pied dedans, puisque ce qu'il veut c'est du goût, de l'équité pour l'agriculteur, manger local et savoir comment ça a été produit. Et aujourd'hui, l'agriculture urbaine, à mon avis, ne répond pas aux envies de consommation du particulier et du consommateur. Gilles ? Je pense qu'il ne faut pas oublier que le premier local, c'est déjà de manger français, déjà de penser à ces agriculteurs français. Pourquoi ? Parce que une ville ne sera jamais autonome, c'est pas possible. L'agriculture se fait sur de la terre, ça c'est indéniable, et obligatoirement ce sera sur des surfaces agricoles, parce que le prix du mètre carré ici à Paris, on peut pas faire pousser des denrées alimentaires raisonnablement. Et deuxièmement, il y a un peu trop de béton ici et pas assez de terre. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout relocaliser aussi en France, parce que je pense qu'on a une chance en France, c'est qu'on a des producteurs qui font plein d'agricultures différentes, plein de types de productions différentes avec des saveurs extraordinaires. Et donc, c'est plus d'aller chercher tous ces talents en fait, et on a vraiment cette chance en France d'avoir de l'agriculture biologique, de l'agriculture de conservation des sols, des éleveurs, des grandes cultures, et tout un tas de productions différentes, du maraîcher jusqu'à la personne qui fait du blé pour le pain, quoi. Et on a vraiment toutes ces qualités possibles. Donc essayer au maximum, et je pense qu'on a aussi une chance en France, c'est qu'on a une réglementation certes qui embête souvent les agriculteurs parce qu'elle est très contraignante, mais en même temps qui nous protège. Et je reviendrai aussi un petit peu sur la conférence d'avant, comme tu disais tout à l'heure, on a une culture en France qui est liée aussi à se bien manger, on a cette exception culturelle qui fait que les exploitations françaises, c'est des exploitations familiales. Moi personnellement, je suis tout seul sur mon exploitation. J'ai un gars qui vient une journée par semaine pour m'aider. Là, il me remplace aujourd'hui. Mais c'est une exploitation familiale. Et la plupart des exploitations en France, c'est ça, c'est un modèle familial où on n'est pas dans l'agro-business, on n'est pas dans tout ça. On est vraiment sur des agriculteurs qui produisent pour des consommateurs locaux, pour des Français, quoi. Voilà. Alors effectivement, 95% des exploitations françaises sont des structures familiales. C'est les chiffres du ministère de l'Agriculture. Mais comment, du coup, est-ce qu'on peut s'entendre ? Est-ce que ça passe effectivement par des groupements d'agriculteurs ? Vous en avez parlé, Étienne, tout à l'heure, pour arriver à innover à grande échelle. Une structure familiale, ça ne veut pas dire forcément une petite structure, hein. Aujourd'hui, LVMH est une entreprise familiale et c'est une énorme entreprise. Donc c'est pas parce que c'est une exploitation familiale que c'est une petite exploitation. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La seconde chose, c'est de se dire que ces exploitations familiales, il y a un patrimoine qui est légué de génération en génération, et aujourd'hui, quand on est la dernière génération qui utilisons la terre, on n'a pas envie de la perdre, parce que c'est mal vu dans le milieu agricole. C'est un milieu où faire banqueroute est très difficilement accepté. Et donc, ces gens-là ont une pression énorme au quotidien pour faire continuer l'entreprise familiale, et donc il faut investir dans les structures familiales pour qu'on puisse agrandir un petit peu, où on puisse trouver des méthodes de distribution qui sont plus locales, plus valorisantes. Depuis 2008, il n'y a pas eu d'augmentation de la production française, donc les rendements en blé n'augmentent plus, on stagne, alors que tous les autres pays sont en croissance. Avant, on était le grenier à blé européen, aujourd'hui, c'est plus le cas.
Donc ça veut dire qu'il y a bien des changements qui vont s'opérer. La Roumanie, l'Ukraine produisent plus pour moins cher et en plus d'une meilleure qualité, parce que la législation française, en l'occurrence par exemple l'apport de nitrates, des choses comme ça, a fait qu'on a diminué la production française et la qualité de notre grain. Donc ça veut dire que notre grain, l'agriculteur qui produit encore du grain, il est moins rentable, 2, le marché mondial ne veut pas forcément de son grain, et donc il faut qu'il se réinvente. Et bien maintenant, il faut investir dans les exploitations françaises pour qu'elles arrivent à se réinventer. C'est ça la clé, finalement, arriver à injecter de l'argent pour permettre aux exploitations d'innover, de passer ce cap difficile qu'on connaît aujourd'hui, Étienne ? Bien sûr. Alors ça a été dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire que moi je ne connais pas une ferme en France qui n'est pas dans la réflexion, dans une transition, dans des modifications de pratiques par rapport à il y a 10 ans, ou même 20 ans, ou même 5 ans. Les choses bougent très vite, mais les agriculteurs ont du mal à justement avoir ce rythme, à la fois parce que ça a été évoqué, il y a le rythme, la saisonnalité, c'est compliqué, il faut attendre un an pour voir le résultat, et il y a beaucoup de risques à prendre, les capitaux sont assez lourds, parce que c'est une industrie lourde, mais avec des rentabilités sur du moyen, voire du long terme, donc c'est compliqué, on ne change pas tout du jour au lendemain, il faut être assez stable, et donc l'accompagnement en termes d'investissement, il est aujourd'hui très très faible, il est très complexe. Alors c'est vrai que la réglementation, elle est mal vécue par les agriculteurs, même si je suis complètement d'accord avec Gilles, elle protège aussi, c'est-à-dire que par exemple la réglementation sur les produits alimentaires en France nous donne une très très bonne image de marque à l'étranger. Moi j'ai rencontré les attachés d'ambassade qui sont au Vietnam ou ailleurs, ils veulent, enfin tous les gens qui ont un petit peu de revenus dans ces pays-là émergents, ils veulent des produits français. Il y a une très très belle image de marque. Il y a une meilleure image de marque des produits agroalimentaires français partout dans le monde qu'en France. Ça, c'est une autre difficulté, c'est-à-dire qu'à la fois, on a besoin d'accompagnement sur l'investissement, mais il faut aussi surtout qu'on arrête de faire de l'agribashing et qu'on passe à l'agri-loving. Je pense que ça suffit, quoi. On ne peut pas en permanence reprocher aux agriculteurs ce qui s'est passé il y a 40 ou 50 ans, à une époque où les gens n'avaient qu'un seul envie, c'est de manger. Aujourd'hui, on a changé un peu ce paradigme. Les gens, il y a d'autres impératifs. Il y a le dérèglement climatique et l'agriculture c'est une véritable solution par rapport à ce qu'on a évoqué sur les sols. Enfin, le sol à la fois c'est le patrimoine qui va permettre de produire les aliments, mais c'est aussi un formidable capteur de carbone. C'est le meilleur capteur avec la forêt et un petit peu les océans. Les autres activités économiques ne captent pas de carbone. Donc l'agriculture, elle remplit tous les enjeux de la transition écologique, énergétique. Elle a une véritable place, mais il faut qu'elle soit aimée et accompagnée. Alors, accompagner, c'est l'aide à l'investissement, mais pour moi, le premier élément, ça a été dit aussi, c'est qu'il faut aussi que les consommateurs acceptent de payer un peu plus cher leurs produits et arrêtent d'aller, notamment en restauration collective, manger que du poulet ukrainien, voire brésilien, parce que c'est la réalité, c'est-à-dire qu'on a en France les meilleurs produits agroalimentaires, et pourtant, dans la restauration collective, on ne mange pratiquement que des produits d'importation. Et tout ça, c'est juste une histoire de prix, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas mettre 50 centimes d'euros de plus dans leur repas en restauration collective. Donc il y a véritablement un enjeu de prise de conscience massive, et je pense que le pouvoir, il est quand même aux consommateurs citoyens. Il faut qu'ils se réveillent par rapport à ce qu'il y a dans leurs assiettes. Et comment est-ce qu'on va arriver à mettre en place cet agri-loving qui permettra aussi de faire revenir des agriculteurs, parce que là, on voit les chiffres, 824 000 agriculteurs aujourd'hui en France, en chute de 13% depuis quasiment 10 ans. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire revenir ces jeunes vers l'agriculture pour éviter le départ à la retraite de nombreux agriculteurs qui ne seront pas forcément remplacés ? Alors c'est l'autre enjeu majeur, c'est en fait le renouvellement des générations. Vous l'avez dit, il y a une grosse catégorie des agriculteurs qui aujourd'hui ont plus de 55 ans, et donc dans les 10 ans, il y a pratiquement 50% des fermes qui risquent de changer de main, même si les agriculteurs restent en général, prennent rarement leur retraite avant des âges assez éloignés. C'est véritablement un enjeu majeur. Alors il y a derrière un nouveau public qui commence à venir vers l'agriculture, c'est ce qu'on appelle le public hors cadre familial. C'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas les racines que tous trois autour de la table nous avons, mais c'est un public dont on ne peut pas se passer. Simplement, il faut accompagner ce public pour qu'il soit professionnalisé, parce qu'on a beaucoup de projets qui ne tiennent pas la route, parce que leur modèle économique... voilà, le maraîchage bio c'est très bien, mais ça se fait pas en claquant des doigts. Ce sont des métiers très très durs. On est à quatre pattes la moitié de l'année, et il y a beaucoup de gens qui ont des projets et au bout de 2-3 ans arrêtent et s'en vont ailleurs. Donc il faut
à tout prix accompagner toutes ces nouvelles formes d'installation en agriculture dont on a besoin pour justement assumer ce renouvellement, mais pas laisser percoler cette idéologie comme quoi la permaculture va sauver le monde. Moi, la permaculture, je ne la remets pas en cause. C'est un process technique, agronomique très intéressant, mais quand on fait croire que la permaculture va remplacer les 24 ou 25 millions d'hectares agricoles cultivés en France, c'est de la foutaise. Enfin, c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure sur l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, c'est très intéressant, mais on a fait beaucoup d'études. Dans le meilleur des cas, ça sera 5% de la consommation de la métropole, s'ils travaillent très très bien, voire 10%. C'est un peu différent dans d'autres pays, parce que par exemple en Asie, l'agriculture urbaine est installée depuis presque toujours, c'est-à-dire qu'ils font du soja germé dans les sous-sols, et il y a des capacités de production qui sont beaucoup plus importantes. Mais nous, dans nos modèles, je pense qu'il faut que ce soit complémentaire. C'est toujours cette complémentarité qui est importante. Et surtout pas opposer les modèles. Surtout pas opposer l'agriculture de conservation, l'agriculture bio, l'agriculture plus conventionnelle, le maraîchage, la permaculture. Tout ça est complémentaire, simplement il ne faut pas en faire de l'idéologie, il faut être pragmatique, il faut faire confiance aux vrais professionnels, il faut faire confiance aux gens qui sont sur le terrain et pas ceux qui racontent des sornettes au quotidien. Gilles, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Je crois que vous vouliez réagir. Une des chances qu'on a en France, c'est justement, on a toutes ces agricultures-là. Et aujourd'hui, personne peut savoir quel est vraiment le modèle de demain. Est-ce que ce sera l'agriculture biologique? Est-ce que ce sera l'agriculture de conservation des sols? Est-ce que c'est le modèle, je ne sais pas, du Brésil, où ils sont à fond dans l'agro-industrie? On ne sait pas quel modèle on a. En tout cas, en France, on a cette chance d'avoir plein de modèles différents. Et moi, j'ai envie de dire que c'est un peu au consommateur de choisir, et il a cette chance-là dans un supermarché. Il peut prendre n'importe quel produit. Il peut aller chercher le produit bio, le produit label, le produit et même du produit d'importation. Et donc, à lui de faire en sorte de mettre en place le modèle qu'il souhaite pour l'agriculture de demain, en consommant ce qu'il aimerait pour les sols, pour cette agriculture. Et toujours, on en revient au prix et réussir à remettre le prix de la réalité de l'alimentation. Alors là, effectivement, on parle de la demande des consommateurs qui, effectivement, doit évoluer. On peut aussi parler de l'offre. Là, j'ai une question. Le succès récent de l'application Yuka témoigne du réveil des consommateurs citoyens, mais finalement, quid des industriels? Est-ce que ça aussi, ça va passer par la transformation de ces produits agricoles, où là, il faudrait que les industriels, eux aussi, fassent ce pas-là pour proposer des prix d'achat plus élevés et puis éventuellement des produits de meilleure qualité? Clément, peut-être? Juste avant, je reviens juste sur l'agribashing qui est important parce que c'est une petite histoire. Je rentre chez mes parents de temps en temps. Je suis parisien, je vois ce qui se dit à Paris. Je rentre à la campagne, donc chez mes parents, je vois aussi ce qui se dit à la campagne. Et puis j'ai mon père, il me dit sans arrêt, de toute façon, on n'est pas aimé dans le monde agricole. Le monde agricole n'est pas aimé par les citadins. Donc déjà, il y a une dichotomie de ce que pense le citadin de l'agriculteur et vice-versa. Puisqu'aujourd'hui, il y a 60% des Français, même 70%, pardon, qui pensent que l'agriculture française est respectueuse de l'environnement, alors que les agriculteurs pensent que tout le monde se fout de leur métier et qu'ils ne sont pas respectueux, eux, de l'agriculture. Donc déjà, je pense qu'il faut rapprocher les deux mondes pour que les deux mondes se comprennent. Ça, c'est primordial. Et je pense que c'est pas mal d'avoir aussi des personnes qui sont hors milieu agricole, qui reviennent dans le milieu agricole, parce que ça permet de diffuser la bonne parole, finalement, de comment est-ce qu'on traite le sujet agricole en France. La question, c'était sur la partie industrielle, Yuka et autres. Yuka, c'est très bien, mais ça fonctionne sur du produit transformé. Aujourd'hui, vous achetez des pommes, on ne vous dit pas si elles sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes. Ensuite, il y a 10% de la note qui est liée à l'emballage. Aujourd'hui, on emballe... Très loin de l'agriculture. Très très loin de l'agriculteur. Hein. On emballe des pommes de manière individuelle dans du papier cellophane. Enfin, il y a un truc qui cloche à un moment donné. Et donc effectivement, il y a cette note-là. Ensuite, il y a une note qui est différente. Je prends le parmesan, par exemple. Vous scannez le parmesan, il vous dit c'est mauvais pour la santé. Effectivement, parce qu'il considère Yuka que vous consommez 100 grammes de parmesan, alors que 100 grammes de parmesan, vous le mettez dans vos pâtes, il n'y a plus de pâtes, il n'y a que du parmesan. Donc en fait, c'est ce genre d'élément qui est intéressant. Par contre, il faut pousser la démarche. Faut qu'elle aille un petit peu plus loin. Ensuite, Yuka, il juge
essentiellement la qualité organoleptique, qui juge la qualité nutritionnelle, la valeur nutritionnelle du produit, mais pas forcément de où provient le produit. Il va valoriser du bio qui vient potentiellement d'Espagne, où on sait qu'aujourd'hui il y a 17% des produits bio qui traversent la frontière qui ne sont pas bio. Enfin, c'est pour vous donner des ordres d'idées. 25% des pistaches bio qui arrivent sur le territoire français, elles ne sont pas bio non plus. Et il y a 15% des produits qui arrivent sur le territoire français qui ne répondent pas aux normes françaises. Donc on va mettre des normes chez l'agriculteur français, et derrière, on importe des produits qui ne répondent pas du tout à ces normes-là. Et c'est ça aujourd'hui que l'agriculteur ne comprend pas. Donc tout le consommateur s'oriente de plus en plus vers une alimentation saine. L'agriculteur, lui, essaye de produire sainement, sauf que derrière, on va le bypasser avec des produits qui rentrent sans avoir les mêmes normes que les siennes, et il n'y a pas de souci pour que ça rentre sur le territoire français, quoi. Alors j'ai pas mal de questions autour effectivement du financement des agriculteurs. On m'a parlé de crowdfunding agricole par exemple pour financer l'innovation dans les exploitations, d'autres sources de revenus comme la méthanisation. Est-ce qu'aujourd'hui les agriculteurs ont les moyens finalement de se donner les moyens ? Alors oui, il y a beaucoup de choses possibles. Maintenant, il faut quand même comprendre qu'une exploitation agricole, c'est quand même quelque chose de très lourd. C'est pas, on n'a pas juste besoin d'une paire de bottes et d'une binette. Enfin, on fait pas du jardin, on fait de l'agriculture. C'est une industrie qui, enfin, c'est pas une industrie parce qu'on reste sur quelque chose de familial, mais en tout cas, les entreprises agricoles ont besoin de quand même des capitaux assez importants. Vous parliez de méthanisation. Les projets de méthanisation, en gros, c'est des agriculteurs qui se regroupent parce que c'est des projets beaucoup trop gros pour eux. Donc ils se mettent à une dizaine, une quinzaine d'agriculteurs, et c'est des projets à plusieurs millions d'euros. Donc le crowdfunding, c'est très bien, hein. Moi j'en ai fait un petit peu avec Mimosa, une entreprise à ferme agricole qui fait du crowdfunding, c'est super, mais c'est sur des tout petits projets. Et c'est plus sur de la communication en réalité. C'est très très utile pour expliquer un projet, pour faire des choses comme ça. Après, sur vraiment des gros projets, une méthanisation, c'est plusieurs millions d'euros. Il n'y a pas le choix, c'est plusieurs millions d'euros, c'est plusieurs salariés, c'est 24 heures sur 24 pendant 7 jours sur 7, 365 jours par an. Enfin, c'est des métiers qui sont très intéressants, mais qui demandent, et c'est dans ce sens-là où il faut de l'aide, tant sur la partie, ingénierie, réussir à comprendre ces processus, que sur la partie financement, parce que les agriculteurs, on revient toujours à cette notion de ferme familiale. 95% des agriculteurs sont sur une ferme familiale, donc ils sont aussi bien l'agriculteur qui est dans ses champs sur son tracteur, que le comptable qui fait les comptes souvent le soir, que le banquier, et ainsi de suite. Et en fait, on fait l'ensemble des métiers, de la secrétaire jusqu'au travail en passant. Et donc, tous ces métiers-là, c'est des choses intéressantes, tous ces projets-là. Mais il faut de l'accompagnement pour aider les agriculteurs. Alors, on me parle d'exode urbain, de retour finalement des habitants vers les campagnes. Alors, c'est vrai dans le discours, je crois que c'est un petit peu moins vrai dans les chiffres, il faut quand même tempérer ça. Mais est-ce qu'on peut imaginer effectivement cet exode urbain demain avec un retour massif des habitants vers les campagnes et du coup un redémarrage de l'agriculture avec un retour à la terre? Alors massif, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quelques signes, hein. Je pense que les grèves vécues depuis un mois et demi, moi qui vis à peu près 2 jours par semaine à Paris, c'est vrai que ça calme un peu. Donc moi je le dis à tous les Parisiens qui sont excédés, venez en province, hein. C'est des endroits formidables, hein. Il y a tout. Bon, peut-être c'est moins dense au niveau culturel et tout, mais tout ça va venir avec vous si vous venez. Non, mais c'est vrai. Alors après il y a des zones plus attractives que d'autres aujourd'hui. On voit très bien que l'ouest de la France est très attractif, hein. La Vendée, Loire-Atlantique, autour de Nantes, autour de certaines métropoles, ou Toulouse. Il y a quand même, il y a des gens qui commencent à
à s'éloigner un peu des trop gros centres urbains. Et il faut vraiment examiner ce phénomène de près parce que je pense qu'à 20 ans, on risque quand même d'assister à un développement différent dans nos campagnes, présence de nouveaux habitants qui parfois aussi posent des problèmes en termes de cohabitation parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises sans rentrer plus loin dans le sujet, c'est ce fossé qui s'est creusé entre les urbains et les ruraux, hein, sans dire que l'un ou l'autre est responsable, on est tous sûrement un peu co-responsables de ne pas avoir partagé à un moment nos différentes cultures, en tout cas le fossé il est là, les urbains et globalement au-delà des urbains, même les gens qui habitent en milieu rural mais qui ne sont pas d'origine agricole non plus dans leurs origines familiales, un grand-père ou un cousin agriculteur et ce fossé il est énorme, donc tout ça est à la fois intéressant en termes de redéveloppement sur les territoires, compliqué à vivre pour nous par rapport à nos pratiques parce que c'est des gens qui connaissent plus les pratiques, donc un petit peu de boue sur la route, ouh là là mon Dieu, c'est une catastrophe. Donc il y a tout ça, il faut se réhabituer à vivre ensemble tout simplement. Et malheureusement, c'est vrai que le ressenti des agriculteurs, et tu l'as dit, est peut-être un peu plus violent que la réalité. Mais il y a un véritable ressenti quand même d'une certaine agressivité vis-à-vis de leurs pratiques, parce qu'en fait, globalement, les citoyens aiment les agriculteurs, mais aiment beaucoup moins leurs pratiques, hein. Les sondages qualitatifs montrent des choses beaucoup plus complexes. Donc il y a tout ce réapprentissage à faire dans une société qui est aussi par ailleurs de plus en plus violente. Mais je pense que le milieu rural, la province, la grande province, c'est aussi une solution pour essayer de lutter contre cette violence un peu trop forte dans notre société. On peut être optimiste pour l'agriculture de demain, peut-être pour conclure. Ah oui, l'agriculture, on l'a déjà évoqué, mais à mon avis, c'est une des solutions pour l'avenir, pour toute la partie environnementale, pour toute la partie carbone, stockage, et vraiment, c'est très très positif. Après, c'est sûr qu'on a un gros travail à faire qui est sur l'explication de notre métier, la réalité du terrain, parce qu'il y a des grandes différences. Voilà, moi j'adore j'essaye d'aller à pas mal de débats citoyens justement pour voir ces différences et c'est très très intéressant de voir en tant qu'agriculteur les préjugés que d'autres ont et dans l'autre sens c'est exactement la même chose. Nous on a des préjugés sur les citadins et il faut de plus en plus qu'on réussisse à communiquer ensemble. C'est pour ça que moi j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est pour expliquer toutes les semaines mon métier d'agriculteur, pour montrer ce que c'est et on est de plus en plus à essayer de communiquer notre métier, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur un petit peu partout, à inviter les gens aussi sur nos exploitations. Tous les étés, on a un collègue là qui a créé moissonneuse-batteuse.fr, donc vous pouvez vous inscrire et venir faire un tour de moissonneuse-batteuse partout en France. Et vous pouvez discuter avec un agriculteur et voir vraiment ce qu'il vit au jour le jour. C'est très intéressant et il faut qu'on communique de plus en plus, il faut qu'on explique notre métier parce que franchement, on a de la chance en France d'avoir l'agriculture qu'on a, je pense, et surtout l'agriculture qu'on aura demain avec toutes les innovations qui sont en train d'être faites. La perche est lancée, vous savez ce qu'il vous reste à faire, donc moissonneuse-batteuse.fr, je crois, c'est ça, si j'ai bien retenu. On arrive à la fin du temps écoulé, je suis vraiment navrée, vous avez de nombreuses questions, j'ai pas pu toutes les poser, mais n'hésitez pas à prolonger la discussion au-delà de ce panel. Merci beaucoup, messieurs, à tous les trois. Et puis, restez dans la salle pour le prochain panel qui s'intitule « Du côté de chez vous » autour de l'évolution des lieux de vie, d'habitat et aussi de travail. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci.